Merci d'être là, aussi nombreux. Merci à l'établissement Claude Donneau de m'accueillir pour cette conférence. Alors, j'ai choisi de vous parler des origines du théâtre, et on pourrait dire aussi un peu du spectacle en général, parce que, donc, comme vous le savez, cette conférence est à l'initiative du DNMAD, et les gens qui étudient au sein de cette formation, vous allez être amené à travailler dans le spectacle vivant. Et il me semblait important que vous sachiez comment c'est né cette histoire-là. Comment on s'est mis à faire du théâtre, comment on s'est mis à utiliser un espace particulier qui réponde à des critères de visibilité, de son, etc., pour y faire du spectacle. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ça. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps, puisqu'on va remonter à l'Antiquité, pour évoquer le spectacle, le théâtre, tel que, à peu de choses près, on le pratique toujours aujourd'hui. Alors, je dis à peu de choses près tel qu'on le pratique aujourd'hui, sachant qu'il y a eu de grosses interruptions pendant toute une partie de la période chrétienne, etc., parce que le théâtre est né avant. Mais en gros, on va faire un saut dans le temps de 2500 ans, à peu près, ce qui est finalement très court à l'échelle de l'humanité. Et on va voir que le spectacle, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né à cette époque-là, et donc on va voir comment. Alors, tout de suite, une petite précision. On peut dater les prémices du théâtre du 8e siècle avant Jésus-Christ, à peu près, je dis bien les prémices, et puis la forme, on pourrait dire définitive, avec une scène, un public dans un hémicycle, et puis qui regarde des acteurs qui évoluent sur une scène. Voilà, ça apparaît à partir du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de forme spectaculaire avant. Le spectacle est inhérent à la société des hommes. Dès qu'il y a société, il y a spectacle, parce qu'il y a des rituels, et en particulier des rituels de chasse. Quand on regarde les peintures rupestres qu'on peut trouver dans les grottes de Lascaux, par exemple, pour citer la plus connue, eh bien on voit qu'il y a des êtres humains qui portent des masques, etc. Donc il y a des rituels de chasse. Il y a, on pourrait dire, des formes de dramatisation sociale. Ça serait excessif de parler de théâtre, bien sûr, parce qu'on la notion de rôle, on a un peu du mal à l'apercevoir, puis on ne connaît pas bien, de toute façon, ce qui se passait. Et ces rituels, c'est important quand même de les avoir à l'esprit, parce que ce sont soit des rituels de chasse, qui sont des rituels plutôt masculins, ou alors des rituels qui sont plutôt, je parle avec beaucoup de précautions là-dessus, des rituels féminins liés à des déesses, en particulier fécondité, etc. Et je disais, c'est important de l'avoir à l'esprit, puisque je vais vous parler surtout du théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc tel qu'il se développe dans le bassin méditerranéen, on va être chez les Grecs, et dans l'Antiquité, dans le bassin méditerranéen, on est en présence de sociétés qui sont angoissées par le retour de l'hiver, parce qu'on est dans des sociétés agraires, et par conséquent, l'hiver, c'est le chaos. Et par conséquent, on se livre à des rituels avant l'hiver et après l'hiver, des rituels qui ont pour but de s'attirer les bonnes grâces des dieux pour que les récoltes soient riches avant l'hiver, et puis aussi pour que la nature reprenne ses droits après l'hiver. Parce que, voilà, on est dans cette perspective que ce sont les dieux qui décident de faire revenir la belle saison, de faire revenir la sève dans la végétation, etc., de redonner la vie. Donc il faut s'accorder les bonnes grâces des dieux. Et ces rituels sont importants parce que on va les retrouver dans les prémices, justement, du théâtre, puisque le théâtre va se développer autour du culte d'un dieu, du culte qui est rendu à un dieu de l'Antiquité, que vous connaissez déjà peut-être, ou certains connaissent le nom, vous avez entendu parler peut-être du dieu du théâtre chez les Grecs.
Dionysos, voilà, on dit Bacchus chez les latins, mais Dionysos, qui est le dieu du théâtre et de la vigne et du vin, de l'ivresse, comme vous le savez, parce qu'on va voir que les deux sont étroitement liés. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que dans le milieu technique au théâtre, parfois on a tendance à boire un petit coup pour se donner du courage, mais en tout cas, le théâtre et le spectacle et l'alcool, vous allez voir, sont étroitement liés dans leur origine. Comme beaucoup de rituels, parce que je fais une petite parenthèse là, mais on a longtemps considéré que l'absorption d'alcool, on constatait bien que ça donnait une perception un petit peu différente de la réalité, puis que celui qui avait absorbé de l'alcool était dans un état un petit peu différent aussi. Quand on ne savait pas l'expliquer scientifiquement, on l'expliquait par le fait que c'était une manière d'être en communication avec les dieux. Et par conséquent, pour être en communication avec les dieux, il fallait boire de l'alcool, mais cette consommation souvent était réservée à une élite, à des prêtres, à des chamans, etc. Bien, alors je reviens à Dionysos, qui est un dieu assez ambivalent, à la fois séducteur, violent, etc., qui est un dieu dont le culte apparaît à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors pour ça, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de Dionysos. Dionysos, il a pour parent du côté paternel Zeus, et du côté maternel une mortelle, et non pas une déesse, qui s'appelle Sémélé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la mythologie et les caractéristiques de Zeus. Voilà, il se transforme, et c'est un redoutable séducteur. On pourrait dire une sorte de coureur de jupons, presque, parce que chez les dieux grecs, on s'amuse beaucoup. C'est pas comme les dieux qui vont apparaître ensuite dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, où ça rigole beaucoup moins. Mais chez les dieux grecs, on s'amuse, on fait la fête et on fait l'amour aussi. Et Zeus, c'est vraiment quelqu'un qui séduit beaucoup les femmes, à la fois les déesses, les mortels, etc. Et il a séduit Sémélé. Et Sémélé est enceinte. Et la femme de Zeus, Héra, va donner un conseil à Sémélé, un conseil un petit peu perfide, bien sûr. Elle va lui dire, mais puisqu'il est le dieu des dieux, il est tout-puissant et il t'a dit qu'il ferait tout ce que il t'accorderait tout ce que tu lui demanderais, eh bien, demande-lui donc de t'apparaître en dieu de la foudre, etc. Alors, Sémélé demande à Zeus, preuve d'amour, de lui apparaître en dieu de la foudre, ce qu'il fait immédiatement, et la pauvre Sémélé est consumée, carbonisée sur place. C'est exactement ce que souhaitait Héra. Et simplement, comme elle était enceinte, Zeus va récupérer le bébé, si je puis dire, et il va faire en sorte que cette grossesse interrompue arrive à son terme. Et pour ça, vous savez peut-être ce qu'il va faire, ou est-ce qu'il va mettre dans sa cuisse, voilà, d'où l'expression être né de la cuisse de Jupiter, puisque Jupiter, chez les latins, c'est Zeus chez les Grecs, voilà, se croire né d'un dieu. Voilà, il va faire venir à terme dans sa cuisse, et c'est comme ça que Dionysos, donc, c'est celui qui est né une première fois quand la grossesse va arriver à terme, et simplement, une fois qu'il va naître, les titans vont s'emparer de lui, le massacrer, le couper en morceaux, le jeter. Et Zeus va le récupérer, le rafistoler, et c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc Dionysos a cette caractéristique-là d'être né une première fois alors qu'il n'était pas à terme, une deuxième fois, et puis ensuite d'avoir été ressuscité. Et le culte de Dionysos s'articule autour de ça. Alors, c'est un culte qui commence au 8e siècle, avant Jésus-Christ, et c'est une façon donc de le célébrer à travers une cérémonie qui s'appelle le chaos, enfin qu'on appelle aujourd'hui le chaos tournoyant. Alors, qu'est-ce que c'est que le chaos tournoyant ? Eh bien, sur la place
à danser, le lieu où les gens se rassemblent pour des cérémonies, donc qui est généralement en terre battue dans un village. On dresse une borne de pierre centrale, ça s'appelle la tumélée, T-H-Y-M-E-L-E, et cette tumélée, c'est un autel. Et sur cet autel, on boit, et ensuite, on y sacrifie un bouc. On sacrifie un animal parce qu'il symbolise, il représente l'enfant Dionysos qui a été lui-même sacrifié. Et à partir de là, il y a deux options possibles qui va dépendre du degré d'ivresse des participants. C'est-à-dire qu'ils absorbent de l'alcool, ils absorbent du vin, mais c'est une absorption rituelle. Ils ne boivent pas pour se mettre la misère, quoi, hein. Ils boivent parce qu'ils sont dans une célébration dans laquelle, pour entrer en communication avec le divin, on doit absorber de l'alcool. Alors, si ils ont raisonnablement trop bu, si je puis dire, on va avoir affaire à une célébration d'un culte majestueux, c'est-à-dire où on va se remémorer la naissance du Dieu souffrant, du Dieu qui a été sacrifié, hein. Et cette célébration majestueuse, c'est l'embryon de ce que l'on va appeler ensuite la tragédie. Parce que la tragédie, le mot tragédie, vient du grec tragos, qui signifie le chant du bouc. Voilà. Donc, on célèbre l'enfant qui a été tué et on l'a matérialisé préalablement par le sacrifice d'un bouc. Si on a bu de manière beaucoup plus déraisonnable, tout en restant quand même dans le contrôle, hein, eh bien, dans ce cas, on va célébrer non pas le Dieu souffrant, c'est-à-dire non pas cette facette de Dionysos, mais on va célébrer le Dieu de la joie de vivre, le Dieu du vin, de l'ivresse, de la fête. Et là, la célébration est totalement différente, puisque elle est beaucoup plus bruyante, désordonnée. Là, les gens qui se rassemblent donc autour de la tumélée, dans ce cas-là, vont faire circuler au-dessus de leur tête d'énormes phallus en bois. Alors, ça peut paraître surprenant, les Grecs, ils faisaient des plaisanteries sur le sexe ou je ne sais quoi. Il ne faut pas voir les choses tout à fait dans ce cas-là, puisqu'on est dans l'ère pré-chrétienne, donc il n'y a pas tous les tabous qui pèsent sur la sexualité, etc. Et si on appelle à la rescousse d'énormes phallus en bois dans une cérémonie comme ça, ben, c'est simplement parce que c'est signe de vitalité. Et ces cérémonies qui célèbrent le culte de Dionysos, c'est des cérémonies du printemps, c'est-à-dire des cérémonies qui se passent au moment où la nature reprend ses droits, la nature retrouve de la force, de la vivacité, etc. Et donc la fertilité de la nature et la fertilité des hommes sont conçues de manière globale. Et donc si on fait circuler des phallus, c'est pas pour faire des plaisanteries grivoises, c'est surtout pour célébrer la force vitale. Si vous regardez la statuaire antique, vous verrez que très souvent, dans les statues très anciennes, on représente des divinités ou des personnages masculins, en tout cas, avec un sexe surdimensionné en érection, et les personnalités, les personnages féminins, avec des vulves également surdimensionnées. Alors, c'est pas par grivoiserie ou pornographie ou je ne sais quoi, c'est parce que ça fait partie de la force vitale. C'est surtout ça qui est en jeu là-dedans. Donc voilà ce qui se passe donc dans le cas du deuxième type de cérémonie. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose de calme et de maîtrisé, mais on est dans des choses, des chants qui sont plus ou moins braillés, etc., où on se moque même de Dionysos.
Mais là encore, ce n'est pas une moquerie méchante parce qu'on renierait Dionysos ou quoi que ce soit. Ça fait partie du rituel. Dans un cas, on le célèbre en majesté. Dans l'autre cas, on se moque de lui et on célèbre surtout la joie de vivre, la fête et l'excès. Voilà. Et dans les deux cas, les villageois tournent autour de l'autel en cadence. Donc soit en psalmodiant, dans le cas de la première célébration. Psalmodier, c'est parler très lentement, en rythme, en articulant à peine, voilà, soit en braillant des chants. Voilà. Et le premier type de célébration va donner lieu au spectacle qui est la tragédie. Le deuxième va donner lieu à une autre forme qu'on va appeler le drame satirique, alors qui a complètement disparu aujourd'hui. C'est pas du tout la comédie, hein. Ça n'a rien à voir, c'est disons de la parodie de tragédie, si on peut simplifier un petit peu. Mais je vous parlerai pas de ça parce que c'est un genre qui a disparu en quelque sorte, puisque les genres se sont scindés surtout en deux, tragédie, comédie, etc. Voilà, donc ça c'est la première phase, c'est au début du 8e siècle. On tourne après le sacrifice, après avoir plus ou moins bu. Ensuite, au cours du 8e siècle, les choses évoluent, puisque une cinquantaine d'hommes, alors je ne voulais pas préciser, mais c'est toujours des hommes que des hommes. Il n'y a jamais une femme dans les rituels, même ensuite dans le théâtre. Il faudra attendre le 16e siècle, après Jésus-Christ, pour voir apparaître des femmes sur la scène théâtrale. Là, on est dans un culte qui est célébré par des hommes, qui va conduire aux formes que l'on connaît du théâtre, mais aucune femme là-dedans. Chez les Grecs, les femmes ne sont pas des citoyennes. Elles sont au même titre que les esclaves, ce qu'on appelle les métèques. Voilà, ça compte pas. Donc, dans un deuxième temps, au milieu du 8e siècle, une cinquantaine d'hommes, donc, continue seul à tourner. Donc vous voyez, on a quelque chose qui se dessine là, un peu sous la forme de cercle de spectateurs et au centre des gens qui tournent et qu'on appelle les choreutes, C-H-O-R-E-U-T-E-S, les choreutes, c'est-à-dire qu'ils forment un chœur, et parmi eux, les plus inspirés par l'alcool improvisent, voilà, et les autres reprennent à l'intérieur de la cinquantaine qui tourne. Il y en a qui improvisent, qui disent des choses, et puis les autres derrière reprennent en chœur. Et ça, à la fin du 8e siècle, donc vous voyez, ça va assez vite, ça va évoluer encore, puisque un choreute, un peu plus inspiré que les autres, par le vin, toujours, sans doute, grimpe sur l'autel, et improvise seul. Voilà. Et donc il se singularise par rapport au groupe et il devient ce que l'on appelle le coryphée, le chef du corps, ça s'écrit C-O-R-Y-P-H-E-E, le coryphée, le chef du chœur. Et le chœur s'immobilise et ensuite lui répond en se remettant à tourner, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Donc c'est un chœur cyclique, voilà, qui tourne tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, après avoir répondu au... Pardon, c'est mon téléphone. Je suis désolé, j'étais persuadé de l'avoir. Voilà. Pardon. Donc, au couplet du coryphée, en quelque sorte, on pourrait appeler ça comme ça, répond le refrain du chœur. Alors, ça va encore évoluer, puisque vous voyez, il y a un personnage qui commence à se singulariser, à se détacher un petit peu du lot, et ce phénomène va s'accentuer encore
au cours du siècle suivant, c'est-à-dire au cours du 7e siècle, on va lui mettre une table près de l'autel pour que ce coryphée ait plus de place pour y gesticuler, pour qu'il soit plus à l'aise. Et on est toujours dans un type de dialogue chanté avec le chœur, mais la partie du coryphée, son improvisation, se développe considérablement. Donc celui-là qui se retrouve sur la table, eh bien, il va développer beaucoup son propos. Et on voit aussi là se profiler quelque chose qui est de l'ordre d'une scène, en quelque sorte, avec un acteur sur la scène, et les autres autour qui lui répondent, et le public qui fait cercle. Et son texte, surtout, reprend des épisodes de la légende du dieu. On raconte la légende du dieu, comment il est né, comment il a vécu, etc. Ce phénomène, bien sûr, est à la fois le résultat et va amplifier une sorte de vedettariat des coryphées, puisque certains vont maîtriser mieux que d'autres la parole, l'art de s'adresser à un public, etc. Et par conséquent, on va voir apparaître des coryphées vedettes. Alors je reviendrai sur quelques-uns parce qu'ils ont marqué là aussi l'évolution du théâtre. Mais voilà, il y a plusieurs d'entre eux dont on a conservé le nom et la trace. Et certains villages deviennent même célèbres pour leur coryphée vedette. Tout ça se fait de manière totalement naturelle et, si je puis dire, bénévole. C'est pas du tout des gens qui sont payés pour faire ça. Ce sont des gens qui le font comme, je sais pas, d'autres aujourd'hui iraient à la messe ou à la mosquée, par exemple. Voilà. Alors, ça va encore un peu évoluer, et vous allez voir que on va pas tarder à voir apparaître quelque chose qui ressemble encore plus à un théâtre. À la fin du 7e siècle, la table qu'on avait mise à côté de la tumélée va quitter le centre du cercle et se placer en tangente au cercle, comme vous le voyez sur l'image. Et le coryphée fait face donc à l'autel, à la tumélée et aux spectateurs. Mais ce qu'on constate, c'est que l'anneau des spectateurs est rompu et on conserve devant la table une sorte de piste, et on voit apparaître ici ce qui va être l'embryon du théâtre, puisque la table là, ça va être la scène, le public qui est massé, immobile, ce sont des spectateurs qu'on peut imaginer, si vous imaginez un théâtre à l'italienne, on est dans cette configuration où les spectateurs sont plus ou moins en hémicycle ou en fer à cheval, et devant la scène, eh bien, il y a l'espace où se trouvent le chœur et la tumélée, et ça s'appelle l'orchestra. L'orchestra, alors bien sûr, on entend l'orchestre, parce qu'aujourd'hui, c'est là, devant la scène et même en dessous, qu'on a placé l'orchestre. Mais si vous êtes un peu familier du vocabulaire théâtral, si vous réservez des places dans un théâtre à l'italienne, un théâtre classique, vous pouvez être dans les loges, dans les baignoires, etc. Mais vous pouvez être aussi à l'orchestre. Et on dit aussi au parterre. Et qu'est-ce que c'est que l'orchestre ou le parterre ? Bien, c'est la zone qui est juste face à la scène. Alors aujourd'hui, elle est occupée par des fauteuils, parce qu'on a un petit peu changé ce dispositif, mais si on a gardé le terme d'orchestre, ou si on l'appelle le parterre, c'est parce qu'à l'origine, on était sur la terre battue et qu'il n'y avait rien du tout à cet endroit-là. Donc, vous voyez, on a un acteur
sur la scène, et puis en face de lui, on a le chœur avec qui il est en interaction. Et on va arriver, à partir de ça, à cette configuration-là. Vous voyez, ça va se structurer, c'est-à-dire que dans le théâtre tel qu'on peut le voir en Grèce à la fin du VIe siècle, début du Ve siècle, on a conservé cette disposition, mais simplement on l'a améliorée. C'est-à-dire qu'on a construit des gradins pour que tout le monde puisse bien voir, et sur la tumélée, autour de la tumélée, donc on a aménagé un espace réservé au chœur, et sur la scène, on a construit une petite cabane qui sert de point de repli et d'entrée et sortie de scène, voilà, aux acteurs. Mais on a complètement utilisé le culte de Dionysos. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce culte, au départ, c'est vraiment une célébration religieuse, mais la force et la puissance de certains coryphées a donné à cette cérémonie une dimension qui a dépassé le strict rituel religieux. C'est-à-dire qu'on y va, bien sûr, parce qu'on est dans un rapport particulier avec les dieux, et dans la vie des Grecs, tout est en rapport avec les dieux, hein. Mais simplement, on y va aussi pour le plaisir d'entendre des coryphées dont la réputation commence à se développer, et par conséquent, eh bien, il y a de plus en plus de spectateurs qui y participent. Alors, ce qui fait aussi qu'on va passer du rituel à une structure pérenne qui va devenir le théâtre, c'est la situation politique de la Grèce. Et les deux, développement du théâtre et transformation politique, vont aller de pair, et c'est l'utilisation politique de ce qui au départ est un rituel qui va aussi conduire au théâtre. Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Il y a le vedettariat des coryphées, mais il y a aussi cette dimension politique, et je vous expliquerai comment, en fait, le politique et le rituel se sont rejoints. Alors, je vais d'abord faire un petit récapitulatif rapide sur le politique, pour vous expliquer ce qui se passe à l'époque grecque à ce moment-là. Jusque-là, jusqu'au 8e siècle, on était dans des régimes très autoritaires, avec des rois très puissants, très autoritaires, incontestables et incontestés. Bon. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce, c'était une multitude de cités-États, c'est-à-dire des villes-départements, vous voyez, des Monaco, des choses comme ça, bon, des cités-États. Et dans certaines cités-États, petites en général, parce que c'était plus simple, des gens qui appartenaient à une aristocratie un peu éclairée, c'est-à-dire qui avaient des idées progressistes, ont commencé à mettre en cause l'autorité toute puissante de ces souverains. Et on réfléchit à des formes différentes de gouvernance, et en particulier à des prises de décision qui ne viendraient pas d'un seul et seraient incontestables, mais qui seraient décidées par le collectif. C'est ce qui fait, vous l'avez sans doute déjà entendu dire, que l'on dit que les Grecs ont inventé la démocratie. Parce que, voilà, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et c'est à ce moment-là que cette réflexion commence à avoir lieu et se développe. Alors, il faut quand même relativiser les choses, parce que, certes, on pourrait dire, vu d'aujourd'hui, c'est un progrès dans la vie sociale grecque. C'est une démocratie très relative.
seuls les hommes athéniens de souche, on voit au chapitre. Mais, quelle que soit leur situation sociale, le puissant comme le pauvre, s'il est grec, athénien en particulier, parce qu'on connaît bien la situation un peu à Athènes, il a voix au chapitre. Alors, je disais, il faut relativiser parce que, par exemple, au VIe siècle, où la démocratie athénienne se met en place, à Athènes, il y a 500 000 habitants. C'est quand même assez important, 500 000 habitants. Mais parmi les 500 000 habitants, il y a déjà 160 000 femmes et enfants. Donc ceux-là ne prennent pas part aux décisions. Il y a 300 000 esclaves. Il y a des gens qui ont été ramenés de nombreux combats que mènent les Grecs et qui ramènent des esclaves pour travailler en Grèce. Par conséquent, il reste 40 000 citoyens qui prennent les décisions. Bon, mais 40 000 citoyens libres, des riches comme des pauvres. Voilà. Et ça va être quelque chose de très important parce que les partisans de cette forme de gouvernance, voyant que le cérémoniel dionysiaque se développe et a du succès, eh bien, vont l'utiliser pour faire passer le message de la démocratie. Alors, pour ça, il va y avoir un petit bouleversement à l'intérieur du développement du culte de Dionysos, vu que les coryphées commencent à être, pour certains, extrêmement prisés, extrêmement appréciés. Il va y avoir la mise en place, enfin la nécessité même, pour être un bon coryphée, de se former. Dans un premier temps, c'était celui qui se sentait un peu plus inspiré, voilà, qui y allait, quoi. Et puis, avec le vedettariat qui vient, bien, on va de plus en plus choisir des gens qui ont vraiment des compétences, qui savent s'exprimer, qui maîtrisent parfaitement leur art. Ce qui fait que on va recruter les coryphées dans une catégorie bien particulière de la population qui existe en Grèce. Ces gens, on les appelle les Aèdes, c'est écrit A-E-D-E-S au pluriel. Et les Aèdes, c'est... alors on pourrait dire soit des conteurs, soit des historiens, mais c'est les mêmes à l'époque. C'est-à-dire que l'histoire, le fait d'être historien, d'écrire l'histoire, est complètement étranger à cette période. On n'écrit pas l'histoire. Déjà, on écrit très peu de gens savent écrire et lire. On n'écrit pas l'histoire. On raconte des histoires. Pas pour rien que le mot est le même. C'est-à-dire qu'on enjolive le passé, on raconte des légendes, etc., qui brassent des faits plus ou moins avérés, avec des éléments mythologiques, magiques, etc. Et ces conteurs, ces Aèdes, ont pignon sur rue en Grèce, en particulier à Athènes. C'est des gens qui ont des petites cabanes au coin des rues, et puis qui regroupent un public autour d'eux, et qui racontent ces histoires. Et la plus célèbre histoire qu'il raconte, vous la connaissez peut-être, ou vous en connaissez au moins des bribes, c'est l'histoire de... Personne ? La guerre de Troie. Vous avez déjà entendu parler de la guerre de Troie ? Voilà. Ça, c'est... parce que c'est la légende grecque par excellence, la guerre de Troie. Mais la guerre de Troie, c'est complètement enjolivé. Les Grecs étaient un peuple guerrier, très brutal dans ses conquêtes. Il ramenait les esclaves qui pouvaient travailler chez eux, mais il massacrait allègrement femmes, enfants, vieillards, sans problème. Et il ne s'encombrait pas de jolis motifs de vengeance amoureuse ou je ne sais quoi. Vous voyez, la guerre de Troie, c'est l'histoire de la femme Hélène, la belle Hélène, la plus belle femme de Grèce,
enlevée par le prince troyen Paris. Donc son mari Ménélas, pour se venger, va lever une armée pour aller faire la guerre à Troie et reprendre Hélène, bon, qui n'était pas partie totalement contre son gré non plus. Donc c'est une façon de raconter cette guerre. En réalité, la guerre de Troie, c'est une guerre de conquête. Voilà. Donc ces Aèdes racontent tout ça. Et l'un des plus célèbres d'entre eux, vous connaissez son nom? Qui c'est qui raconte la guerre de Troie et l'histoire d'Ulysse? Homère, voilà. Homère était un Aède. Donc, ce sont des conteurs professionnels. Et comme on a besoin de gens qui soient formés pour faire le métier de coryphée, enfin le métier et la fonction de coryphée, eh bien, on va aller chercher des Aèdes pour développer ce rituel, ce culte dionysiaque. Mais simplement, les Aèdes, ils vont arriver avec leur bagage à eux. C'est-à-dire leur fonds de commerce à eux, bien sûr, qui parlent de mythologie, bien sûr, qui parlent des dieux, ça fait partie de la vie des Grecs. Mais ce n'est pas des spécialistes de Dionysos. Donc, ils vont bien sûr intégrer l'histoire de Dionysos, mais ils vont mixer tout ça avec l'histoire de la mythologie grecque, la guerre de Troie en particulier. Et par conséquent, le rituel dionysiaque va être contaminé par tout ce qui est mythologie grecque, histoire de conquête, guerre de Troie, retour d'Ulysse, enfin, voilà, toutes les choses qu'on connaît toujours aujourd'hui. Ce qui fait que, vous voyez, ça va sortir du contexte strictement religieux. Alors, ça reste quelque chose de religieux parce que rien ne se fait chez les Grecs sans être placé sous l'autorité d'un dieu. Donc, c'est un rituel placé sous l'autorité de Dionysos qui, petit à petit, se transforme en spectacle. Mais toujours sous l'autorité de Dionysos, dieu du théâtre. Et à partir du moment où ça devient un spectacle, eh bien, les nouveaux souverains, ceux qui sont venus au pouvoir grâce à la démocratie, vont utiliser cette forme spectaculaire qui est extrêmement populaire. Ils vont l'utiliser pour faire passer le message de la démocratie. On va demander aux coryphées, donc recrutés parmi les Aèdes, d'infléchir leurs histoires et de faire passer à travers ça un enseignement qui sensibilise les Grecs à la nouvelle forme de gouvernance. On va je parlerai lors de la prochaine conférence un peu de ce répertoire et de comment ça se passe, mais on va leur faire comprendre que les dieux, voilà, ils ont fait leur boulot, mais c'est aussi aux hommes à se prendre en main. C'est à eux à décider de ce qui est acceptable ou pas pour la vie en société. Donc, la matrice du rituel dionysiaque va servir à faire passer ce message. Alors, j'avais évoqué aussi quelques coryphées fameux. Je vais vous en citer deux parce qu'ils font partie des gens qui ont réformé, disons modifié le culte de Dionysos. Le premier, c'est un coryphée qui s'appelle Arion. Alors, on l'a conservé sous le nom de Arion. Son nom complet, c'est Arion de Métymne. Il est né en moins 625 et il est mort en moins 585. Et lui, il innove. Parce que, voilà, on va voir plusieurs coryphées successivement qui vont apporter des éléments innovants et qui vont accélérer le processus de théâtralisation. Lui, Arion de Métymne, il est le premier ou l'un des premiers à répondre aux chœurs chantés par des tirades parlées. Et on quitte le chant, on se met à parler avec Arion de Métymne. Ensuite, un autre qui va profondément marquer, c'est Thespis, T-H-E-S-P-I-S. Thespis, il est né en moins 590. Et Thespis, ce coryphée, qui était un Aède, invente
le masque en stuc. Vous savez, le stuc, hein, c'est des matières qui sont collées, comme une sorte de résine avec des chiffons, par exemple. Il invente le masque en stuc et donc la notion d'acteur. Alors pourquoi je dis « et donc la notion d'acteur » Parce que jusque-là, le Coryphée, il chantait les louanges de Dionysos, hein, où il disait, avec Arion, tous les points forts de la vie de Dionysos, etc. Et Thespis, il a cette trouvaille assez géniale d'utiliser un masque, et quand il n'a pas le masque, eh bien, il est narrateur, en quelque sorte, et quand il met le masque, il devient personnage. Donc là, vous voyez, on franchit vraiment un pas, je ne dirais pas dans l'incarnation, mais en tout cas dans le jeu théâtral. On crée des personnages. Jusqu'à présent, le Coryphée, ce n'était pas un personnage, c'était un narrateur, c'était une sorte de prêtre aussi, si on veut, mais il n'incarnait rien du tout. Alors qu'avec le masque, on va pouvoir donner vie aux différents personnages. Voilà. Et donc, il devient les personnages qui dialoguent avec le cœur et aussi avec le Coryphée, puisque quand ils mettent le masque, ils peuvent parler au cœur, mais avec le masque, ils peuvent parler au Coryphée, qui, lui, n'est pas masqué. Donc, vous voyez, ça crée des interactions nouvelles. Et on dit aussi, là, prudence, hein, parce que c'est difficile d'être très précis dans une période assez ancienne, et on dispose de certains textes, mais qui sont des textes qui ont été joués et dits. On ne sait pas toujours comment exactement ça se passait. On n'a guère que les gravures sur les amphores, voilà, pour nous renseigner. Et on dit que Thespis a fait redescendre le Coryphée du tréteau, hein, la table sur laquelle était installé le Coryphée. On dit qu'avec Thespis, en fait, serait resté sur la table uniquement l'acteur, c'est-à-dire celui qui, avec le masque, interprète différents personnages, et que le narrateur Coryphée, hop, retourne avec le cœur. Ce qui fait que dans les tragédies que l'on connaît, hein, les tragédies antiques écrites, il y a les acteurs et il y a le cœur et le Coryphée de l'autre côté. Et ce serait avec Thespis que ce serait produit. Hein. Voilà. Donc Thespis est quelqu'un d'assez marquant et qui a une grande notoriété et qui se déplace de village en village avec toute une troupe. C'est pratiquement un producteur de spectacles, Thespis, et il se déplace sur un fameux chariot. Il y a pas mal de gravures qui représentent le chariot de Thespis, et il a tout le matériel et toute son équipe de choreutes, et vous voyez, on est déjà dans le cadre d'un spectacle en tournée quasiment. On sait par exemple qu'en moins 560, il remporte un immense succès à Athènes, et le succès devient tel que le culte, enfin en tout cas le culte civique, hein, puisqu'il a quitté le domaine religieux de Dionysos, commence à se professionnaliser, puisque ces gens ont une formation, ils ont du succès, par conséquent, ils veulent gagner leur vie avec ça. Et on voit apparaître, donc, comme Thespis, des choreutes, enfin pas choreutes, pardon, des coryphées professionnels, hein, qui d'ailleurs va devenir acteur à part entière. Alors, ce mouvement est tellement positif, il est tellement populaire que il va être institutionnalisé par certains dirigeants, hein, qui vont trouver là un moyen de faire passer le message politique du changement de régime. C'est un moyen qui est très efficace parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journaux. Hein. Donc le seul moyen d'informer
les foules, c'est de les avoir rassemblés pour leur délivrer ce qu'on a à leur dire. Et comme les gens se rassemblent dans ces cérémonies, eh bien, les nouveaux dirigeants, ceux qui sont partisans de ce qu'on appelle la démocratie, vont utiliser cette forme pour faire passer le message. Et c'est ainsi qu'un dirigeant d'Athènes qui s'appelle Pisistrate, P-I-S-I-S-T-R-A-T-E, Pisistrate, en moins 534, il va créer un festival qui s'appelle les Dionysies. Alors Dionysie, D-I-O-N-Y-S-I-E-S, parce que c'est une fête en l'honneur de Dionysos. Et ces Dionysies ont lieu fin mars, c'est-à-dire au printemps. Vous voyez, on retrouve cette idée de célébration d'un culte à une divinité à un moment où il est nécessaire de mobiliser les dieux pour être dans leur bonne grâce, pour que la récolte, la sève, etc., tout reparte au lendemain de l'hiver. Et ces célébrations, ces moments de théâtre, puisque les Dionysies, ce sont des festivals de théâtre qui se déroulent sur plusieurs jours. Mais il n'y en a qu'une fois par an. Aujourd'hui, on va au théâtre tous les jours de la semaine, si on veut. Bon, le lundi, en général, c'est relâche, mais et encore. Alors que, vous voyez, à l'époque, ça reste quand même extrêmement codifié. On va au théâtre une fois par an. Alors, comment se passent ces Dionysies, puisque là encore, ça va contribuer à structurer les choses. Et après, je reviendrai à l'architecture du théâtre et à la façon dont on traite le son, la lumière, etc. Alors, ce sont des compétitions déjà, ces Dionysies. Elles ont lieu fin mars. C'est les grandes Dionysies. On les appelle aussi les Dionysies de printemps, puisque très vite, il va y en avoir d'autres qui vont se mettre en place en décembre. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur les cultes, l'angoisse de l'hiver, la satisfaction du printemps. Et l'autre festival, alors celles de mars, on les appelle les Dionysies, et ceux de décembre, on les appelle les Iénéennes, parce que Dionysos se fait appeler aussi Ios dans certains cas. Voilà. Donc, et en décembre, les Iénéennes, c'est la fin des vendanges. Donc ça colle parfaitement avec l'esprit de Dionysos. Alors, ces Dionysies se déroulent sur 4 à 5 jours, pas plus. La veille, il y a une procession à travers la ville, vers la Tumélée, pour y déposer une statuette de Dionysos, en souvenir et en célébration. Et pendant 5 jours, du lever au coucher du soleil, les auteurs s'affrontent dans des concours. Alors, du lever au coucher du soleil, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, pas la nuit. Parce que la nuit, on ne voit pas clair, déjà. Et la nuit, c'est le moment où se passent les choses malhonnêtes. Donc tout doit se faire, surtout qu'il va y avoir une dimension citoyenne, éducative, politique, donc tout doit se faire de manière transparente. Et ça se fait sous forme de concours, c'est-à-dire que les auteurs concourent pour des prix. Chez les Grecs, la notion de compétition est fondamentale. Les Grecs sont des guerriers, les Grecs ont la notion de compétition vraiment chevillée au corps. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils vont inventer les Jeux Olympiques. Mais les concours de sport pour les Jeux Olympiques, c'est d'abord et avant tout des concours guerriers. C'est pas pour le plaisir du sport. C'est un entraînement militaire en quelque sorte. Et c'est pareil pour cette forme de spectacle. Alors, le spectacle qui va naître du culte de Dionysos, c'est la tragédie, et les auteurs vont s'affronter sur
ce qu'ils auront écrit. C'est-à-dire que chaque auteur propose 3 pièces tragiques et un drame satirique, la fameuse parodie dont j'ai expliqué les origines tout à l'heure. Et donc, chaque auteur dispose de 5 heures. Voilà. Et face à ces auteurs, il y a un jury de citoyens tirés au sort. Donc ça veut dire en gros qu'on passe 2 auteurs par jour. 5 heures par auteur, voilà, pendant 4 à 5 jours. Et comme ça, dans chacune des grandes villes. Et les citoyens sont tirés au sort, le jury de citoyens qui s'exprime là-dessus est tiré au sort, parce qu'on ne veut pas de spécialistes, etc. Et alors, c'est bien sûr que des hommes, hein, les autres ne sont pas là. Voilà. Et tout ça se passe dans l'amphithéâtre de plein air. Hein, et cet amphithéâtre va prendre le nom de théatron. Le théatron, voilà, qui signifie en grec le lieu d'où l'on voit. Donc on a le théatron, c'est donc le lieu d'où l'on voit, et de chaque en face, on a la scène qui s'appelle le proskénion, et sur cette scène, donc on a construit une cabane avec 3 entrées. Cette cabane s'appelle la skéné. Alors vous voyez dans les termes proskénion, on retrouve l'idée de prosénium, et dans la skéné, l'idée de scène. Alors ça peut sembler paradoxal que ce soit la cabane qu'on dirait aujourd'hui les loges ou les coulisses qu'on appelle la skéné, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut jouer sur le toit de la skéné. Donc ce qui fait que dans le vocabulaire contemporain, la skéné va devenir la scène, le proskénion, le prosénium qui éventuellement prolonge la scène. Hein. En face, il y a l'orchestra avec la tumélée au milieu, et c'est là que le chœur évolue. Et puis, vous voyez ce qui est écrit parodos de part et d'autre de la scène, eh bien, c'est les dégagements, tout simplement. Voilà. Et c'est dans ce lieu-là, donc, que se déroulent les concours. Alors, on est en plein air, et on n'est pas du tout dans la situation de respect qui est celle que l'on observe aujourd'hui dans un théâtre. Hein. Si vous allez aujourd'hui au théâtre, on ne fait pas de bruit, on écoute, on regarde, voilà, bien sagement. Ça ne se passe pas du tout comme ça à cette époque-là. Les gens bougent dans les gradins, mangent, bavardent, etc. C'est quelque chose qui est très populaire et qui n'est pas aussi codifié que ça l'est aujourd'hui. C'est très, très souple, si on peut dire, comme fonctionnement. Voilà donc la forme que cela prend. Et je vais vous dire un mot maintenant sur la manière dont les choses se passent à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que ces théâtres-là, dans un premier temps, ce sont des théâtres qui sont construits à flanc de coteaux et en bois. Hein, au départ, c'est la place du village. Bon. Donc, avec le succès, on a besoin d'accueillir plus de monde. Donc, à flanc de coteaux et en bois démontable, puisque ça a lieu une fois par an, ensuite 2 fois par an, que ça dure 5 jours à chaque fois, donc on n'en a pas besoin tout le temps, on le démonte. Ça va très vite se développer et on va construire des théâtres en pierre absolument gigantesques. Hein. On va construire des théâtres qui peuvent accueillir 80 000, 90 000 personnes. Hein. C'est le Stade de France. 80 000, c'est le Stade de France, vous voyez. Donc, ça fait du bruit quand même. Hein.
Et on va mettre en place un certain nombre de normes pour que, néanmoins, tout le monde puisse bien voir et bien entendre. Et c'est pas évident, parce que vous imaginez un théâtre de 80 000 places, hein, si vous êtes déjà allé au Stade de France, aujourd'hui il y a des relais pour que tout le monde voit bien, avec des écrans qui montrent les petites fourmis qu'on voit sur la scène quand on est un peu loin, qui nous les montrent en grand. Mais à l'époque des Grecs, il n'y a pas ce recours. Alors, quand je dis 80-90 000 places, c'est le maximum, hein, mais 30 000, c'est la norme. Hein. Donc il faut inventer des moyens pour que le public voit et entende le mieux possible. Surtout qu'en plus, on est en plein jour. On n'a pas la solution de faire le noir et d'éclairer la salle pour que tout le monde ne voit que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, on va travailler sur le costume. Les acteurs vont se retrouver, je dirais presque enfermés, dans des costumes extrêmement enveloppants. L'acteur est presque sa propre marionnette. Et il ressemble plus à des mannequins géants, avec des costumes matelassés, très longues robes, qu'à véritablement des êtres humains. Et comme le costume est matelassé, il leur donne beaucoup plus de volume au niveau du corps, mais c'est aussi très contraignant, c'est-à-dire qu'ils marchent de manière très lente et très majestueuse, assez saccadée, et ils sont très impressionnants. On va aussi leur mettre un masque. Alors, au départ, le masque avait été inventé pour pouvoir passer d'un personnage à l'autre, et le masque va avoir d'autres fonctions. Le masque va être très, très, très grand. Et il va servir d'une part à grandir. Alors, la stature de l'acteur est déjà élargie par son costume. Le masque va le grandir. Et en plus, le masque va servir de porte-voix. Vous le savez très bien. Si vous parlez dans vos mains, voilà, ça amplifie la voix. Eh bien, c'est ce qui se passe. On met des masques très volumineux qui servent de porte-voix en même temps que de signal visuel pour qu'ils soient bien repérés de loin. Toujours pour qu'ils soient bien repérés, les acteurs vont être montés sur des cothurnes. Alors les cothurnes, c'est des chaussures lacées le long du mollet, qui montent donc assez haut, et qui sont sur des semelles très épaisses. Donc voilà, tous ces éléments-là permettent d'avoir au spectateur une très bonne visibilité, de voir les acteurs qui sont surdimensionnés sur leur cothurne, avec leurs costumes très volumineux, leurs masques très hauts. Donc ils sont agrandis par tous ces éléments-là. Les costumes portent des couleurs qui permettent d'identifier le type de personnage. Les rois ont la même couleur, les messagers ont la même couleur, etc. Le masque permet de les identifier aussi, et de se faire entendre devant un auditoire très nombreux. Et l'autre aspect important par rapport à l'acoustique, eh bien, c'est le fait de creuser le théâtre à flanc de colline, parce que les acteurs vont parler face au public, donc devant eux, ils ont la pente des gradins et de la colline, et par conséquent, leur voix déjà amplifiée par le masque va résonner dans l'espace, puisqu'il est creusé à flanc de colline. Et donc, dans le théâtre grec, l'acteur, il a face à lui l'hémicycle dans la colline, et le spectateur, il a face à lui l'acteur, la skéné, et derrière, la mer, systématiquement. C'est à flanc de colline, face à la mer. Voilà. Et donc ces éléments, vous le voyez, contribuent à ce que
le public voit bien et entend bien. Donc les éléments acoustiques sont pris en compte dès ce moment-là. Si vous allez un jour en Grèce, ou peut-être certains d'entre vous y sont déjà allés, certains de ces théâtres existent toujours. Hein. Et notamment, il y en a un qui est assez fameux, qui est le théâtre d'Épidore. Et systématiquement, les guides qui font visiter le théâtre font un test avec le public. Ils demandent aux gens de se mettre tout au fond de l'hémicycle, le plus loin possible de la scène, et sur la scène, ils font tomber une pièce de monnaie. Et ce petit son de la pièce de monnaie qui tombe est parfaitement audible dans tout l'espace en raison de la conception de l'hémicycle creusé dans la colline, ce qui permet cette réverbération du son. Voilà. Donc ces éléments-là vont permettre d'avoir le meilleur confort possible. Et la forme théâtrale donc, va se développer et petit à petit, les acteurs, c'est-à-dire les aèdes qui sont devenus coryphées, vont se spécialiser pour devenir des gens qui vont n'être plus que acteurs. Et après la vogue des coryphées des acteurs, va apparaître celle des auteurs, avec des gens qui vont avoir toujours, là encore, des prix, des distinctions, etc., et qui vont vraiment créer le répertoire du théâtre grec tel qu'on le connaît et qu'on le joue toujours aujourd'hui. Alors, pour être un petit peu plus précis sur les éléments scéniques, les choses vont évoluer progressivement. J'y reviendrai quand je parlerai des gens qui les ont fait évoluer. Au départ, donc, vous vous souvenez, on avait le coryphée tout seul sur la scène. Ensuite, le coryphée qui s'est mis à utiliser des masques, et finalement, la personne qui jouait le coryphée est retournée avec le chœur, et sur la scène n'est plus resté qu'une personne qui jouait les rôles, donc un acteur, et cet acteur joue les différents personnages en changeant de masque. Il va y avoir des réformes successives qui vont amener sur la scène, dans un premier temps, un deuxième acteur. Donc ça permet d'avoir des interactions beaucoup plus dynamiques parce qu'il y a deux présences, hein. Et puis par la suite, même un troisième acteur. Mais ça va s'arrêter là. Dans le théâtre classique grec, il n'y a jamais plus de 3 acteurs. Alors, certains peuvent jouer plusieurs rôles, bien entendu, hein. Mais il n'y a que 3 acteurs, et face aux 3 acteurs, le chœur, avec le chef du chœur qui est le coryphée, et le public dans l'hémicycle. Et les acteurs s'adressent entre eux et s'adressent surtout au coryphée, et le coryphée est le porte-parole du chœur. Et par conséquent, le coryphée répond au nom du chœur. Donc c'est une interaction entre les deux. Alors le chœur, il représente en fait le public, parce que le public, il n'interpelle pas directement les acteurs. Mais comme on développe des points qui font référence à la vie politique et à la nouvelle gouvernance, eh bien, le chœur représente le public et son porte-parole, le coryphée, réagit à la place du public. Je vous donne un exemple de problématique politique. J'ai parlé tout à l'heure de la guerre de Troie. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire donc, de la guerre de Troie. Si je prends, parce qu'il y a des... Bon, on peut remonter loin, mais si je prends à partir du moment où le prince Paris va enlever
Hélène, la femme du roi Ménélas, il la ramène à Troie, et donc Ménélas va se venger, et à partir de là, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez comment ça se passe? Oui, non? Bon. Une armée va être mise en place sous l'autorité d'Agamemnon. Agamemnon, c'est le frère de Ménélas. Et tous les rois des différentes provinces de Grèce vont se fédérer pour aller combattre les Troyens et reprendre Hélène. Donc, Hélène, Ménélas, Agamemnon, donc il lève une armée. La flotte doit partir pour Troie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les dieux sont en colère. Une histoire de chasse, je passe le détail. Le vent ne souffle pas. Et donc, l'armée ne peut pas partir. Et donc, quand quelque chose se passe qui est contraire au projet humain, c'est que les dieux ne sont pas contents, donc il faut les calmer, il faut leur faire un sacrifice. Et quel est le sacrifice que l'on va faire, que le chef des armées, Agamemnon, va devoir faire? Il doit, exactement, c'est ça, il doit sacrifier sa fille Iphigénie. Il doit tuer Iphigénie pour apaiser la colère des dieux. Et donc, Iphigénie est exécutée. Alors, suivant les récits, c'est pas toujours aussi simple, mais bon. Et la flotte peut partir. Mais Iphigénie a une maman qui s'appelle Clytemnestre. Et Clytemnestre est un peu fâché que son mari ait tué sa fille. Donc Clytemnestre va se venger. Et quand Agamemnon, 10 ans plus tard, enfin, oui, ça dure 10 ans, mais va rentrer de la guerre de Troie, elle va se venger, elle va tuer Agamemnon. Mais ils ont aussi un fils qui n'est pas content qu'on ait tué son père, et une autre fille. Et ces deux-là vont, à leur tour, se venger en tuant Clytemnestre. Vous voyez, alors il y a toute une succession. Le fils, c'est Oreste, qui va tuer sa mère. Bon. Donc c'est toute une succession comme ça de choses qui sont dans la légende de la guerre de Troie et qui vont être beaucoup reprises dans les pièces de théâtre. Et je vous donne tous ces exemples pour arriver justement à un cas politique extrêmement intéressant. C'est le procès d'Oreste pour le meurtre de sa mère Clytemnestre. Donc, dans la pièce d'un auteur qui s'appelle Échille, il y a 3 tragédies qui s'appellent l'Orestie, et dans la dernière, il y a le procès d'Oreste qui a tué sa mère. Et au tribunal, normalement, on s'en remet aux dieux, et c'est les dieux qui doivent se prononcer pour dire la culpabilité, etc. Et là, au moment d'évoquer cette culpabilité, la déesse Athéna, qui est déesse d'Athènes et qui est la déesse de la justice, la déesse Athéna prend la parole pour dire aux hommes, mais écoutez, désormais, ce n'est plus aux dieux de s'occuper de ça. C'est aux hommes à décider, à savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est un crime, ce qui n'en est pas un, etc. Là, c'est vos histoires à vous, c'est plus nous. Il faut que vous preniez le relais, que vous décidiez par vous-même, que vous preniez votre vie en main, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'on voit bien que l'on passe d'un système ancien avec des chefs tout-puissants et des dieux tout-puissants à un système où les hommes doivent décider de leur destin. Et c'est ce genre de discours que le théâtre va développer, et en portant ça sur la scène, le public est confronté à ces questions.
Parce qu'on pourrait dire, a priori pour le public, bon ben c'est sûr que Oreste va être puni par les dieux. Et tout à coup, on a le dieu qui apparaît, qui dit « Ah non, 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 c'est plus mon problème, tout ça. » Donc c'est pour amener cette prise de conscience dans le public que c'est aux hommes de prendre en charge leur vie et non pas aux dieux. Et c'est en ça que c'est un théâtre politique, c'est un théâtre à l'éducation citoyenne. Il y a d'autres exemples comme ça. Vous connaissez l'histoire de Prométhée, je pense. Vous avez déjà entendu parler de Prométhée. Qu'est-ce qu'il a fait, Prométhée? Comment? Je ne vous entends pas. Je suis un peu loin. Il s'est fait dévorer le foie par les corbeaux parce que qu'est-ce qu'il avait fait? Pourquoi il a été puni? C'est une punition divine, hein, ça. C'est Zeus qui l'a puni. Voilà. Oui? Non, ça c'est... Enfin, c'est essentiellement pour la raison du feu. Hein. Et Prométhée, c'est celui qui a pour mission de veiller sur les hommes. Dans certaines versions, c'est même lui qui a créé les hommes. Enfin bref, peu importe. Et donc, il a pour mission de veiller sur les hommes et il est du côté des dieux, Prométhée. Hein. Mais voilà, il s'occupe des hommes. Et finalement, Prométhée prend le parti des hommes et passe complètement du côté des hommes et s'éloigne du côté des dieux. Hein, même si ce n'est pas complètement un dieu, mais bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il vole le feu qui appartient aux dieux et il le donne aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Ben, ça veut dire qu'il leur donne le moyen de se développer. Donner le feu aux hommes, c'est leur donner la connaissance, c'est leur donner le moyen de développer une industrie, de créer de la poterie, de la métallurgie, etc. C'est le signe du développement, c'est le signe de l'industrie, le feu. Et donc, il leur donne la connaissance, il leur donne le moyen de se développer. C'est c'est l'équivalent de la légende d'Adam et Ève. Hein. C'est le fruit de la connaissance qui est donné aux hommes, fruit de la connaissance qui normalement n'appartient qu'aux dieux. Parce que si les hommes s'emparent de la connaissance, que ce soit à travers le fruit du paradis terrestre ou à travers le feu, qu'est-ce qu'ils vont faire, les hommes? Ils vont devenir à l'égal de Dieu, ils vont devenir les égaux de Dieu, et par conséquent, ils n'auront plus besoin de Dieu, donc Dieu veut garder la connaissance pour lui tout seul. C'est pareil chez les Grecs, chez les chrétiens, chez les Égyptiens, on va retrouver ça partout. Hein. Donc, Prométhée, il est celui qui vole la connaissance pour la donner aux hommes. Et pour ça, il est puni. Et l'histoire de Prométhée, on va la retrouver aussi chez un auteur qui s'appelle Échille, eh bien, c'est l'image, Échille va en donner, donc l'image du souverain bon qui veut le bonheur de son peuple, qui prend soin de son peuple et qui, par conséquent, lui donne les moyens de se développer. C'est l'image du souverain bienveillant qui s'oppose au souverain autoritaire qui garde les richesses pour lui. Et donc, dans les différentes pièces qui traitent de Prométhée, eh bien, on va voir apparaître cette image-là et elle doit aider à une prise de conscience qu'aujourd'hui, le souverain, c'est celui qui aide son peuple, qui l'aide à se développer et pas celui qui l'a servi. Donc, vous voyez, ce discours politique va se mettre en place à travers le théâtre pour que le public assimile cette idée que le régime politique change et c'est le théâtre qui va assumer cette mission éducative de faire prendre conscience aux gens que les choses sont en train de bouger. Je regarde ma montre en même temps parce qu'il faudrait garder un petit temps de discussion si vous avez des questions. Donc, petit à petit,
Vous voyez, on est parti au départ de raconter la vie du Dieu, de prière, etc. Petit à petit, ça se structure et on va voir apparaître des auteurs qui vont écrire des pièces avec toutes ces caractéristiques. Et des pièces d'ailleurs dans lesquelles il sera de moins en moins question de Dionysos, mais de plus en plus question des grandes légendes grecques qui vont servir de prétexte à faire passer le message démocratique. Et dans ces grandes légendes grecques, on va retrouver essentiellement deux sources, en quelque sorte, deux sources d'inspiration à travers deux grandes familles, les Atrides et les Labdacides, mais je reviendrai dessus un peu plus tard, et à travers quelques grandes figures qui vont marquer le théâtre et tous les conflits qui, systématiquement, vont avoir pour objectif d'éduquer, en fait, d'éduquer la population. Voilà. Alors, les auteurs, j'en dis un petit peu un mot dès maintenant, surtout pour les resituer sur un plan historique, et puis voir un petit peu comment les choses se sont mises en place. Les trois grands auteurs grecs que l'on connaît aujourd'hui ont pour nom Échille, Sophocle et Euripide. Alors, on connaît ces trois-là, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Disons que ceux-là, c'est ceux dont on possède le plus de textes complets. On a beaucoup de textes très, très, très fragmentaires, où on a aussi des noms dont on sait qu'ils ont existé, on sait ce qu'ils ont écrit, mais on n'en a plus de traces. Et ces grands auteurs-là sont ceux qui ont aussi eu le plus de succès à l'époque. Parce que si on les connaît encore aujourd'hui, c'est pas pour rien. À l'époque, les textes circulaient sur des supports végétaux, on va dire des papyrus pour simplifier, et ils étaient plus ou moins recopiés pour que ils circulent, ils soient diffusés. Et ceux qui ont été conservés, c'est ceux qui ont été le plus recopiés, le plus diffusés. Par conséquent, ceux qui étaient le plus fameux, qui avaient le plus de succès. Sachant que c'était des supports extrêmement fragiles, incendie, naufrage, humidité sont souvent venus à bout de ces supports. Donc, quand ils sont arrivés jusqu'à nous, c'est qu'ils avaient été conservés avec attention. Voilà. Alors, ces trois auteurs, je vous donne les dates et puis je vais les mettre un petit peu en perspective et j'aborderai le répertoire la semaine prochaine. Ces trois grands auteurs, j'ai dit Échille, qui est né en moins 525 et qui est mort en moins 456. Donc, vous voyez, par rapport à mon petit schéma, on arrive vraiment à la fin du VIe siècle, là où les choses se stabilisent. Donc, il est mort à l'âge de 69 ans, ce qui est un âge déjà très, très respectable à l'époque. Ensuite, il y a Sophocle. Je vous les donne par ordre chronologique, moins 496, moins 406. Donc lui, il a vécu 90 ans. C'est exceptionnel. Et Euripide, moins 480, moins 406. Voilà. Et ils ont écrit à peu près une centaine de pièces chacun. Simplement, en moyenne, il nous en reste une dizaine par auteur. Tout le reste a été perdu. Alors, ces auteurs écrivent essentiellement à partir d'une source d'inspiration qui sont les poèmes d'Homère. Les poèmes d'Homère qu'ils portent à la scène. Mais Homère, c'est à peu près 800
avant Jésus-Christ. Hein. Donc, ils s'inspirent de quelqu'un qui a vécu 3 siècles avant eux. Et de quoi parle Homère dans ses poèmes, c'est-à-dire, je dis poèmes parce que la guerre de Troie et Ulysse, c'est une série de poèmes en fait. Hein. C'est écrit en vers. Donc Homère a existé 3 siècles avant ses auteurs, et Homère écrit sur la guerre de Troie qui s'est passée 5 siècles avant encore. Donc vous voyez, ils écrivent sur un auteur qui a vécu il y a 3 siècles et qui racontait des histoires qui se sont passées 500 ans auparavant. Donc c'est quand même très loin d'eux. Ça fait 8 siècles en arrière. Et un historien du théâtre qui a essayé de faire un rapprochement a imaginé que c'était un peu comme si un auteur contemporain, donc un auteur d'aujourd'hui, adaptait des poèmes, des fables de La Fontaine, qui raconteraient des choses qui se sont passées au XIIe siècle, c'est-à-dire à la Troisième Croisade, au Moyen-Âge, quoi. Donc vous voyez, il y a le même décalage entre les citoyens grecs qui écoutent ce texte et le Moyen-Âge pour nous. Ça leur parle de choses qui se sont passées à cette époque-là, hein, et qui ont été écrites par un auteur qui écrivait il y a 300 ans. Donc c'est très loin, très mis à distance, mais il y a quand même quelques exceptions, c'est-à-dire qu'ils abordent parfois des sujets historiques. C'est-à-dire que parfois ils se confrontent aussi à la réalité pour aborder des sujets historiques, souvent des sujets qui sont liés à la guerre, puisque la Grèce était très souvent en guerre à cette époque-là. Voilà. Et le fil conducteur de ce théâtre, chez ces 3 auteurs, même si ça change parfois d'un auteur à l'autre, c'est systématiquement le cœur. C'est le cœur qui est le fil conducteur, c'est le cœur qui, même dans la plupart des cas, donne son titre à la pièce. Et donc, je vous rappelle, le chœur, il représente le public. Hein, le chœur, il écoute, il questionne, il réfléchit, parfois il s'exprime de manière collective, et quand il y a une parole à faire passer vers les acteurs, c'est le coryphée, le chef du chœur, qui s'en charge. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai de ces auteurs, de leur répertoire et de la manière dont ce théâtre était reçu et pratiqué aussi. Et pour l'instant, donc, je réponds à vos questions s'il y en a. Voilà. Oui ? Pardon, qu'est-ce que gagnaient les auteurs ? Des palmes. Des palmes ? Ouais. Ouais. Ok. Et est-ce que ça leur conférait quelque chose en plus véritablement ? Ah ben ça conférait une notoriété, pardon, je vais me remettre là, une notoriété importante, et ça leur permettait d'être protégés, de pouvoir écrire, etc. Mais la récompense, c'était des palmes. Ouais. Ouais. D'autres questions ? Ou simplement des remarques, des réactions Oui ? Et est-ce que c'était le même type de récompense pour les athlètes quand ils participaient à des jeux ? Alors là, je ne sais pas trop, mais à ma connaissance, ce n'est pas le même type de récompense. Ça, c'était vraiment spécifique au théâtre. Mais la démarche est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire c'est d'être le premier, d'être le vainqueur, parce que de toute façon, tout est compétition. Et on va voir que ce système de compétition, de récompense et aussi de mise en avant du corps va être complètement mis à l'arrêt quand l'ère chrétienne va se développer. Mais en tout cas, c'est vraiment une compétition. La récompense pour les athlètes, je crois qu'il y a aussi un système de palmes, mais je ne suis pas sûr que ce soit la même chose.
D'autres questions? Oui. Si je peux poser une question, déjà merci pour votre présentation. Tout simplement, à un moment, vous avez dit, par rapport à Athéna Qui rend la justice? voilà, qui rend la justice et qui dit il faut se décharger, nous les dieux, de nos responsabilités envers les hommes pour laisser les hommes Ouais. s'autodéterminer. Moi, ma question, c'est est-ce que concrètement, ça s'est déjà incarné, ce mode de pensée auprès des hommes, de se dire que tout ne vient que des dieux? Est-ce que c'est pas plutôt une vision un peu mythique, mythologique de la société? Enfin, ce passage de... est-ce que c'est pas juste dans le monde du conte, ou est-ce que vraiment à une époque en Grèce, tous les hommes se remettaient... La Grèce a objectivement inventé la démocratie. Hein. Donc ça, c'est... Alors après, il y a eu des retours en arrière, etc. Ça s'est pas fait une bonne fois pour toutes. Bon. Mais à partir du 8e siècle, il y a cette prise de conscience dans certaines élites intellectuelles, aristocratiques de la société grecque que, en fait, ce sont des familles en général éduquées et riches qui, elles-mêmes, ne supportent plus de subir l'autorité de celui qu'on appelle le basileus dans la société grecque, et qui vont se rebeller contre ça et fédérer autour d'elles un mouvement de réforme pour que les décisions soient prises collectivement et non plus par un seul. Et avec ça, il y a également toute la remise en cause de ceux qui donnent leur autorité à celui qui la détient. Puisque forcément l'autorité ne peut être conférée que par les dieux. Et par conséquent, il y a à la fois une remise en cause du pouvoir autoritaire et une remise... Alors, c'est pas tellement une remise en cause du pouvoir divin, c'est plus une utilisation dans le théâtre des dieux pour faire comprendre aux hommes que régler les problèmes de leur vie quotidienne n'est plus de leur ressort. Voilà. Mais c'est de la mise en scène. Hein. Le problème de la foi des Grecs dans leur Dieu et de la part de sérieux qu'ils y accordent, c'est une vraie question. Il y a un historien qui s'appelle Paul Venn qui a écrit plusieurs livres là-dessus, et un qui s'appelle entre autres, je crois, les Grecs croyaient-ils en leur Dieu, qui est vraiment passionnant. C'est très court, ça se lit très facilement, mais ça montre bien les rapports que les Grecs avaient avec leur Dieu. On considère de toute façon que les dieux règlent la vie des hommes, hein, et que les dieux peuvent être en conflit entre eux, que les hommes peuvent être en conflit avec les dieux, etc. Mais dans leurs pièces de théâtre, des gens comme Échille et Sophocle, surtout ces deux-là, vont faire intervenir les dieux pour faire prendre conscience aux hommes que c'est à eux de se prendre en main. Mais c'est vrai, c'est à l'intérieur d'un mouvement de démocratie où le pouvoir change de main. Autre question? Oui? Alors, tous les Grecs connaissent les légendes, hein, parce que c'est des choses qui font partie de leur vie quotidienne, en quelque sorte. C'est comme, je sais pas, le Petit Poucet ou le Père Noël, quoi. Tout le monde a entendu parler du Petit Poucet, tout le monde Blanche-Neige, le Petit Poucet, le Père Noël, tout le monde sait qui c'est. Donc, les Grecs savent que ces dieux existent. Et les auteurs
qui transmettent ces histoires, et à un moment donné, donc, ça va être les écrivains de théâtre, vont leur dire comment comprendre ces histoires. Donc, Prométhée, oui, effectivement, c'est pas un type honnête parce qu'on pourrait penser que il a volé et c'est pas bien, mais regardez, c'est quelqu'un qui a le souci, qui est bienveillant, qui a le souci de son peuple. Hein. Vous savez, on pourrait transposer à Adam et Ève, ça nous parlerait peut-être un petit peu plus. On pourrait dire waouh, Ève, c'est celle qui désobéit à Dieu, donc elle sera punie, elle enfantera dans la douleur, etc. Bon, chassée du paradis terrestre, voilà, on peut, il y a un discours qui peut dire ça, et puis il y a un autre discours qui peut dire c'est celle qui donne la connaissance aux hommes. Donc, et là, vous voyez, c'est une question d'interprétation après. Mais donc, il y a un premier discours, si on veut, qui est un discours religieux, respect de l'autorité, etc. Et puis après, il y a des interprétations qui peuvent mettre en lumière les choses différemment. Et c'est ce que font des auteurs comme Échille, dans Prométhée Portefeu, qui présente Prométhée, finalement, comme le symbole du souverain soucieux de son peuple et bienveillant avec lui. Voilà. Et est-ce que du coup, les auteurs-là, ce ne serait pas un peu les prémices des papes? Prémices des papes, des messages. les prémices, non, parce que les parcs existent déjà. Hein. Donc, mais ils ont aussi un rôle de transmission, mais qui est pas franchement divin, qui est au contraire très humain, très pédagogique. Alors ça raconte une histoire, hein, c'est vivant, etc. Mais en même temps, il y a un message, et le message passe à travers le cœur qui questionne, en disant mais si, et est-ce que, etc. Et les acteurs répondent à ces questions, sachant que les questions posées par le cœur sont les questions qu'est supposé se poser le public. Oui ? Non, je crois pas. Je crois que c'est propre à la Grèce parce que, en fait, je réfléchis en même temps que je vous réponds. Mais en Égypte, c'est pas sorti du contexte religieux. En Mésopotamie, la légende d'Uruk, elle est restée telle quelle, même si elle a été recyclée ensuite dans la Bible en grande partie, etc. Mais on reste plus dans un contexte de cérémoniel religieux, alors que chez les Grecs, c'est ce qui amène au développement de la démocratie. Enfin, c'est pas ce qui amène au développement de la démocratie, c'est ce qui sert de relais au discours en faveur de la démocratie. Et du coup, le côté religieux du culte se démonétise un peu pour aller vers une sorte de culte civique, de célébration civique, parce que le théâtre devient quasiment obligatoire. C'est presque une cérémonie religieuse civique, c'est-à-dire qu'on va y entendre un enseignement et qu'il a une portée didactique, tout comme la liturgie rappelle la vie des saints, la vie du Christ, et donne des enseignements d'ordre moral. Eh bien, on va avoir quelque chose de ce type-là dans le théâtre, mais sur le plan civique et non pas sur le plan spirituel, quoi. Alors, ça va changer hein, d'auteur en auteur. Chronologiquement, on a Échille, ensuite Sophocle, après Euripide.
Chez Échille, on est beaucoup sur la question de la démocratie. Sur Sophocle, on l'est un peu moins et on est plus sur des problématiques plus philosophiques, sur la place de l'homme, sa liberté par rapport aux dieux, etc. Et chez Euripide, alors là, on est sur des problématiques presque à 100% humaines, quoi. Ça évolue quand même de l'un à l'autre. D'autres questions ? Oui ? Ah oui, 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 bien sûr, il y avait des ingénieurs. Hein. Mais vous savez, des ingénieurs, on en retrouve dès l'âge de la pierre taillée. Parce que pour construire des outils, hein, ça n'a rien à voir avec le théâtre, mais c'est juste pour éclairer le propos, pour construire des outils, des haches, etc., on n'utilisait pas n'importe quelle pierre. Il y avait des pierres qui servaient à couper le bois, il y avait des pierres qui servaient à trancher la viande. Et on a même utilisé des machines, si je puis dire, qui servaient à fracturer certaines pierres parce que les pierres étaient plus ou moins friables, etc. Donc, à l'époque des Grecs, on faisait des études sur l'acoustique et on savait parfaitement que si on était dans telle orientation, à flanc de colline, avec de la roche, et tel type de roche plutôt qu'autre chose, on allait avoir une acoustique meilleure. Donc c'est pas du tâtonnement ou le fruit du hasard, c'est vraiment des recherches acoustiques poussées. Hein. C'est des calculs aussi. C'est évidemment pas aussi peut-être performant que ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est sans doute aussi beaucoup plus long, mais c'est le fruit d'études. Et non seulement il y avait ce travail sur l'acoustique, mais aussi tout un travail sur, j'en parlerai peut-être un peu plus la fois prochaine, mais sur des effets sur scène. C'est-à-dire que le dieu apparaissait parfois par le dessus de la scène, c'est-à-dire qu'il était transporté par un système de grue et on le descendait sur une plateforme sur la scène. Donc il y avait toute une infrastructure technique qui existait déjà, à la fois pour créer le lieu, créer des effets, et puis aussi en amont des calculs sur l'acoustique, sur la solidité, sur... voilà, parce que bon, les pierres, là, les théâtres en pierre, à l'image de ce qui est projeté, c'est les théâtres qui se sont créés vers la fin de... Enfin, c'est un peu paradoxal parce que on s'est mis à créer des théâtres en pierre à cause de la vogue du théâtre et la nécessité de faire venir du monde pour éduquer les foules, etc. Mais au moment où on a construit ces théâtres en pierre, le théâtre, en tant que genre de spectacle, commençait à être passé de mode. Mais on a continué à créer des choses comme ça absolument gigantesques pour épater aussi un peu les peuples voisins, pour montrer la puissance de la culture grecque, etc. Mais on y a joué de toute façon, et c'est assez surprenant. Quand quelqu'un parle sur la scène, même doucement, on l'entend parler tout en haut du gradin, parce que l'acoustique a été parfaitement comprise et exploitée, quoi. J'entends pas très fort, là. Oui. Oui, c'est-à-dire que on a cherché, dans un premier temps, quand on est dans une cérémonie qui est sur une place plate, en terre battue, etc., on ne se pose pas des questions d'acoustique parce qu'on est en petit groupe. Mais ensuite,
on s'est bien rendu compte, mais je pense que tout bêtement, on se rend compte aussi que si on est dans la montagne et qu'on crie ou qu'on parle fort dans la montagne, on entend. Hein, je ne sais pas si vous êtes déjà promené en montagne, on entend très bien les cloches des vaches qui sont très loin, quoi. Parce que le bruit est... Enfin, le son est amplifié. Enfin, les gens parmi vous qui s'occupent de son, de réverbération, etc., vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi. Donc, je pense qu'au départ, on a fait le constat que la réverbération du son, c'est quelque chose qui existait, et par conséquent, on a essayé de maîtriser cette réverbération du son, non pas au niveau d'une montagne, mais en créant une enclave dans la montagne, dans la colline. Et on a bien vu que quand on construisait en pierre, ça résonnait bien mieux que quand on construisait en bois. Hein. Donc c'est ça qui fait que ça s'est mis en place progressivement avec les découvertes successives qu'on a faites. D'autres choses ? Bon, écoutez, merci pour votre attention. Et puis, merci à l'équipe technique qui assure l'enregistrement. Merci beaucoup.